Hey, salut! Est-ce que tu connais GraphQL? Si tu connais pas, je te propose de découvrir GraphQL dans cette vidéo. Alors bienvenue, moi c'est Vincent. Si tu connais pas la chaîne, ici on parle de développement principalement et aujourd'hui on va parler de GraphQL. Si tu connais pas GraphQL, c'est une alternative aux API REST. Ça permet notamment de réduire le nombre de données qui vont passer sur la bande passante puisque tu vas sélectionner certains champs dans ta requête. Du coup, côté client, tu vas être obligé d'avoir une requête un peu plus complexe qu'un simple get et côté serveur, il va falloir pouvoir choisir, loader, charger certains champs. Si tu veux plus de détails sur les avantages et les inconvénients, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de VPTech où on parlait de GraphQL, c'est en anglais, mais je te recommande d'aller voir. Donc aujourd'hui, on va suivre un tutoriel d'une librairie .NET qui s'appelle Hot Chocolate que je voulais regarder un peu plus en détail et je profite de cette vidéo pour partager ma vision de cette librairie avec vous. On va faire un tutoriel qui a 8 étapes et aujourd'hui on va commencer par la première étape. Avant de me lancer directement sur le tutoriel, je voulais parler de la librairie. La librairie fait partie d'une plateforme GraphQL qui est disponible sur Shelly Cream et on retrouve donc la librairie principale Hot Chocolate qui va vous permettre de créer un serveur en .NET mais aussi un client. Vous avez une application Banana CapCup qui permet d'explorer et de requêter votre serveur. Vous avez Strawberry Check qui permet de générer un client .NET pour votre serveur GraphQL et Marshmallow Pipe qui permet de faire du tracking sur les endpoints de GraphQL. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, c'est bien Hot Chocolate et on y va tout de suite. Alors j'ai coupé mon écran en deux avec Visual Studio en haut et le tutoriel en bas dans l'Explorer et on va créer une petite API autour du sujet des conférences et des speakers avec ce schéma de table que vous voyez là. Et on va commencer par la session 1. Il y a 8 sessions. La première est très basique. On va déjà créer notre serveur en .NET. Donc je vais ouvrir un terminal et on va lancer tout simplement cette commande. Donc .NET SLN, new SLN avec le nom conférence planner. Hop. Alors je viens juste de réinstaller le SDK, mais la solution a bien été créée ici. On va maintenant créer notre projet. C'est un projet web qui va s'appeler GraphQL tout simplement. Et on va l'ajouter à la solution avec .NET SLN. Et voilà, ici notre solution est déjà prête et on peut déjà compiler en fait. Je peux déjà faire un .NET Build pour vérifier que tout compile bien. Ok, pas de problème. Ensuite, on nous dit de rajouter un répertoire data dans le répertoire GraphQL. Et dans ce répertoire, qui est apparu ici, on va ajouter un nouveau fichier qui s'appelle speaker.cs et qui finalement modélise un speaker. Donc, je crois que ici on va utiliser Entity Framework. Hop. Et donc on retrouve 4 champs, un ID, un nom, une bio et un website avec certaines annotations. Certains champs sont requis et les strings ont une taille limitée. On va maintenant ajouter Entity Framework. Entity Framework, si vous ne connaissez pas, c'est l'ORM Microsoft qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est d'avoir énormément de fonctionnalités. L'inconvénient, c'est évidemment qu'on a une perte de performance due à toutes ces fonctionnalités. L'autre avantage, c'est que c'est supporté par Microsoft depuis très longtemps. Alors, on ajoute ce package, version 5. C'est pas la dernière version. On pourra faire une mise à jour un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Et maintenant, on va créer ce qu'on appelle un DB context, donc c'est un contexte autour d'une base de données généralement, dans lequel vous allez retrouver des DB7 qui généralement sont mappés sur des tables. Alors, on va créer le fichier application DB context.
et on enregistre ce DB contexte dans le startup, donc là où on configure les services. Et ici, je vais dire, j'utilise un DB contexte de type application DB contexte et c'est du SQLite avec un fichier qui s'appelle conférence.db. Ok, jusque là, on est vraiment sur des choses classiques. Il n'y a pas encore de GraphQL. Alors, on va on va installer un outil. Donc, on va commencer par créer un fichier manifeste qui est où? Ah, qui est dans config, dans lequel pour l'instant il n'y a rien puisque j'ai pas encore installé les outils. Et on va installer l'outil Entity Framework en version 5. Qui va me permettre en fait de générer la base et de pouvoir faire migrer la base si le schéma a besoin d'être modifié. Donc on compile notre projet GraphQL, ok, et on va lancer une migration, en fait la première migration initiale qui va générer la base de données. Alors, j'ai oublié de référencer ce package tool qui va lui être utilisé du coup pour générer le schéma. Donc on recommence. Ça lance la compilation puisque le code est nécessaire pour pouvoir déterminer le schéma. Tout est fait à partir du code. Une fois que le schéma est fait, que la migration est définie, on va pouvoir updater la base. Voilà, la base vient d'être créée, elle est ici. Alors j'ai pas l'extension pour aller voir ce qu'il y a dans la base. On va faire confiance à Entity Framework. On va continuer en ajoutant cette fois-ci ce qui nous intéresse, la partie GraphQL. Donc je vais rajouter le package Hot Chocolate sur mon projet GraphQL pour ASP.NET Core. Et on va commencer par créer des queries. Alors en GraphQL, vous avez trois parties. Vous avez des queries, des mutations et des subscriptions. On va commencer simplement par les queries. Donc on va créer un nouveau fichier query. Hop, je vais le créer directement à la racine du projet. Et c'est lui qui va définir l'élément principal de mon requêtage. Et je vais créer une première query qui s'appelle getSpeaker et qui va me renvoyer un eQueryable de speaker, donc une collection de speakers que je peux requêter. Tout bêtement, on utilise le contexte Entity Framework qui a été injecté pour moi grâce à cet attribut service. Ça va être injecté automatiquement via l'IOC et on renvoie la collection de speakers et ça va faire un select sur la table speaker qui a été générée. On n'oublie pas de rajouter le service GraphQL, donc on retourne dans le startup, dans le configure service, je rajoute le serveur GraphQL et je définis quel type de query est disponible. Et ici, c'est bien mon objet principal que je viens de créer. Donc jusque là, vraiment très très simple. Dans le startup, on va vérifier que j'utilise bien le endpoint GraphQL. Donc là, à la racine, si je veux, je peux le laisser d'ailleurs, je vais le laisser. Et je peux utiliser en plus le endpoint GraphQL. Donc il va y avoir une API disponible sur /GraphQL. Ok, on peut lancer notre projet normalement. Je lance le projet. Ça compile bien. Et si je vais sur ma page, j'ai bien mon Hello World. Et si je vais sur GraphQL, j'ai le Banana Cake Pop qui s'affiche. Et on peut déjà retrouver un schéma. Donc je retrouve dans mes queries une première query speakers
qui va me permettre de retourner la liste des speakers. Et je peux même d'ailleurs l'exécuter. Et c'est ce qu'il nous propose de faire ici, je pense. Non, pas encore. Mais en gros, vous allez faire... Hop. Alors, il faut... Je suis perdu. Je découvre un peu l'outil en même temps que vous. Non, c'est là, voilà. On fait un query. Vous avez l'autocomplétion et je vais faire speaker. Et dans speaker, je vais par exemple prendre l'ID. Si j'exécute cette query, ça me renvoie cette collection de speakers qui est vide puisque je n'ai pas rajouté de speaker. Et donc c'est ce qu'on me propose maintenant, c'est de rajouter une mutation qui va me permettre de créer un speaker. Donc on va tout simplement créer une classe addSpeaker. Alors c'est pas une classe, c'est un record. Donc si vous ne connaissez pas les records, c'est à peu près l'équivalent d'une classe en lecture seule. Donc vous êtes obligé à la construction de passer l'ensemble des propriétés et elles seront read-only et vous ne pouvez pas modifier les valeurs. C'est vraiment immutable. Et les comparaisons se font par valeur et non pas par référence. Donc là, je définis un payload de retour pour ma mutation. Donc une fois la mutation effectuée, je vais récupérer mon speaker. Je vais créer un fichier mutation.cs et donc ici, je vais définir, comme je l'ai fait pour ma query, je vais définir la mutation. On va couper le serveur. La mutation, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une fonction addSpeakerAsync. On va faire tout en async, qui prend mon entrée, mon speaker que je vais vouloir rajouter, le DB context qui lui aussi est injecté, et je vais tout simplement rajouter le speaker dans le DB context et sauvegarder le context entity framework, puis retourner mon fameux payload à partir du speaker qui a été créé. On n'oublie pas de rajouter la mutation dans les services enregistrés pour GraphQL. Donc j'ai défini que j'avais une query de type query et une mutation de type mutation. Ok, super. Si je relance ce projet, est-ce que ça compile? Ça compile parfaitement. Hop, on va aller sur GraphQL. Voilà. Donc, on peut vérifier qu'il n'y a pas de speaker pour l'instant. Et on va s'amuser à en créer un en faisant une mutation. Hop. Donc, la mutation, elle est là. Et si je lance cette mutation, hop, mon speaker a été ajouté avec un ID 1. Et j'ai fait la mutation et j'ai demandé en même temps, j'ai requêté, je lui ai dit de me renvoyer l'ID du speaker et c'est ce qu'il a fait, il m'a renvoyé uniquement l'ID du speaker. Ce qui est intéressant, c'est que je peux, alors le schéma s'est pas rafraîchi, ici je peux finalement choisir d'autres champs qui sont disponibles dans le speaker. Donc en GraphQL, vous allez définir un schéma, vous allez définir des types, et sur ces types, il y a des champs, et chaque champ peut être utilisé ou non dans une requête. Et ça permet d'alléger la bande passante du réseau, la consommation de cette bande passante, en ne choisissant uniquement les champs intéressants, et vous n'avez pas une surcharge du réseau qui est consommée pour rien. Si je refais ma query principale, hop, donc là je vais demander tous les noms et j'ai récupéré un speaker, j'ai récupéré le nom et on peut même vérifier si on veut que son ID c'est bien l'ID 1 et voilà, j'ai bien créé mon speaker avec mon ID 1.
Voilà, c'était vraiment l'introduction, le premier chapitre. On voit que c'est vraiment très très simple de créer rapidement son serveur, surtout avec Entity Framework. On a vu les bases, donc comment créer les queries, un objet de type query qui contient finalement quelques queries comme getSpeaker, et puis des mutations, pareil, qui contient l'ensemble des fonctions qui vont ajouter, modifier vos données. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode sur la suite du tutoriel où on va pouvoir contrôler les nullables. Et ça aussi, c'est un truc qui est très intéressant en GraphQL, c'est que vous pouvez définir les champs qui sont requis, les champs qui peuvent être nuls et les champs qui ne doivent pas être nuls. À très bientôt!